Je vous présente aujourd'hui notre 437e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris semble être visiblement indisposé par le voyage officiel que vous venez d'effectuer dans son pays. Dans quelles conditions avez-vous été invité aux cérémonies d'investiture du président Obiang ? Il est vrai que l'invitation n'est pas passée par l'ambassadeur, ce qui l'a sans doute rendu fort mari. Et on sait que les ambassadeurs, généralement, sont imprégnés par la culture du pays dans lequel ils se trouvent et peut-être aussi les influences de ce pays s'exercent sur elles. On peut penser que notre voyage en Afrique n'avait pas l'adhésion et la sympathie du gouvernement français. Bon, c'est probable. Alors, quels ont été... Nous avons été oui, justement. C'est par l'intermédiaire d'amis marocains, très anciens, très gentils, charmants, que cette invitation du président m'a été adressée avec la possibilité d'emmener avec moi une délégation. Quels ont été les moments clés de votre voyage ? Il y en a eu plusieurs. Vous savez, à la vérité, il faudrait une émission entière d'une heure pour raconter tout ce qu'a révélé ce voyage en Afrique. Mais je vais essayer de dire l'essentiel, en notant que pour moi, c'était un moyen de retrouver un lien avec le continent africain que j'avais bien connu il y a quelques années, mais avec lequel j'avais pris un certain nombre des choses de la vie de distance. Voilà. Alors ça m'a été c'était très intéressant. Et les moments clés, il y a eu évidemment cette cérémonie d'investiture qui était remarquable tant par son organisation que par la composition d'une assemblée qui comportait de très nombreux chefs d'État ou chefs de gouvernement africains et surtout le personnel institutionnel de la République de Guinée, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour suprême, enfin, etc. Je crois qu'il est nécessaire, peut-être avant toute chose, de préciser à nos téléspectateurs amis que ce qu'est la Guinée équatoriale. Elle se situe, comme son nom l'indique, sur l'équateur et elle est la seule possession espagnole qu'il y avait en Afrique. Et c'est un petit pays de 28 000 km² et une population de 800 000 habitants à peu près, c'est-à-dire 20 fois moins grande que la France. Et cependant, c'est un pays très important pour l'avenir de l'Afrique elle-même, parce que le président Obiang est un homme intelligent, dynamique et pérenne. Il est là depuis 1979 et il a pu mettre en route un certain nombre de grands projets. Alors il y a eu d'abord cette cérémonie extraordinaire au cours de laquelle je suis allé moi-même présenter mes félicitations au président élu, à l'instar de toutes les personnalités de premier plan qui étaient là. Ensuite, il y a eu un dîner où notre table, la table des Français, comme on a dit, était la plus proche de celle de la table présidentielle et où nous avons rencontré un certain nombre d'autres personnalités, entre autres l'ambassadeur de France, que nous n'avions pas vu à la cérémonie d'ailleurs, il faut le dire, et compte tenu de la fraîcheur des relations qui existent actuellement entre la France et la Guinée équatoriale, et puis Madame le maire de la ville, de Malabo, et un certain nombre d'autres personnalités. Je dois dire, toutes ces personnes étant extrêmement chaleureuses à notre égard, très cordiales, voire très amicales. Et enfin, je pense, la visite de la ville, de future, mais en même temps déjà en construction, de Djibao, pardon. Et le nom n'est pas facile à prononcer. Je l'ai dit au président au cours de la rencontre personnelle que j'ai eue avec lui, l'audience qu'il m'a accordée, et au cours de laquelle nous avons longuement parlé d'un certain nombre de choses et des problèmes qui allaient, selon moi et lui d'ailleurs, se poser à l'Afrique à la suite de l'explosion démographique et du défi démographique qui est lancé à l'Afrique de façon tragique. Alors à cet effet, vous avez en effet paru très admiratif des réalisations en matière d'urbanisation et d'équipement public, surtout après avoir visité cette fameuse capitale administrative de Djibouti. Cette capitale administrative est située au cœur du continent, de la partie continentale de la République, qui comporte aussi 2 îles, dont celle dont Malabo est la capitale. Mais il l'a placée en plein milieu d'une immense forêt vierge,
un peu à la manière de Brasilia au Brésil. Et c'est une ville qui est conçue pour recevoir jusqu'à 1 million d'habitants dans le futur. Et comment dirais-je, les routes, les autoroutes, tout ça sont tracés, beaucoup de bâtiments, ceux de l'université, un grand hôtel dans lequel nous avons séjourné, superbe, extraordinaire dans ses dimensions et sa qualité. Et tout cela témoigne d'une volonté d'action positive, très probablement peu perçue dans notre continent et dans notre pays. On ne se rend pas bien compte quand on ne va pas soi-même des réalisations et des possibilités qui sont offertes par ce continent sur lequel se jouera peut-être l'avenir du monde dans le siècle qui vient. Alors justement, comment qualifiez-vous la politique africaine de la France en Guinée équatoriale, mais aussi en général dans l'ensemble du continent africain? Écoutez, vis-à-vis de la Guinée, elle est dérisoire. Le parquet français a engagé des poursuites contre le vice-premier ministre, qui est un fils du président, à cause des achats qu'il avait réalisés et que la France répute être un bien mal acquis. De quoi se mêle-t-on? Et est-ce que le gouvernement français et la société française est bien placée pour donner des leçons de morale aux étrangers qui font ce qu'ils veulent, après tout, sous leur responsabilité de leur propre argent? Encore heureux qu'ils viennent l'investir en France. Avec des méthodes comme celle-là, ils iront probablement l'investir ailleurs. Bon, enfin, donc, pour en revenir à ce voyage, c'était une expérience extraordinaire. Extraordinaire pour nous, vraiment remarquable. Et je pense que c'est le début de relations que nous aurons avec d'autres pays, car nous avons de ce fait été invités dans d'autres pays africains, car je vous rappelle que... pour préciser pour nos téléspectateurs amis que la Guinée équatoriale est contenue entre le Cameroun et le Gabon. Et c'est de la volonté du président hispanophone que d'avoir rallié la francophonie. Par conséquent, c'est un lien supplémentaire que nous avons. Retour en Europe, au résultat des élections autrichiennes. Comme vous le savez, le candidat du FPÖ a été battu par l'ultra-gauche écolo à 30 000 voix près, suite à 48 heures de dépouillement. Qu'en dire, Président? Écoutez, en fait, je m'y attendais, moi, personnellement, à cette défaite, bien que les deux partis principaux aient vaincu de cette consultation, la droite et la gauche, n'est pas appelée à voter contre le FPÖ. Et ça se comprend parce que le FPÖ a déjà participé 2 fois, je crois, à des gouvernements. Il n'est pas du tout dans la même situation que le Front National. Et il a fait des efforts de rapprochement avec l'établissement autrichien, avec un certain succès. Et là, ça n'a pas joué en sa faveur, bien que les partis soient restés neutres dans la bataille. François Hollande, président français, désigné homme d'État mondial de l'année par la fondation interconfessionnelle The Appeal of Conscience, basée à New York. Ils ont de l'humour, non? Oui, il y a aussi le journal de Mickey qui pourrait lui donner un prix, un certain nombre d'organisations de ce type, pourquoi pas. Oui, c'est dérisoire. Alors hier encore, le désordre absolu, aujourd'hui, en France, en réaction à la mise en place de l'article 49.3, sont, selon vous, les prémices d'un nouveau mai 68? Écoutez, je voudrais quand même, pour être parfaitement honnête, prendre la défense du gouvernement pour une fois. Et le 49.3 a été pris parce qu'il y avait 5000 amendements, ce qui aurait justifié 6 mois de débat au cours desquels les gauchistes et les casseurs auraient pu s'en donner à cœur joie tous les jours. Donc on ne peut pas faire ce procès de façon honnête au gouvernement, et l'État se doit de faire respecter un certain nombre de valeurs fondamentales qui nous sont communes, même si nous sommes en désaccord profond sur la plupart des sujets. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous pouvons et devons être d'accord, et en particulier celui du respect de l'État, du respect de la loi. Quand la loi est devant le Parlement, ça n'est pas la rue qui peut s'imposer. Et il y a une agitation qui est actuellement menée par la CGT en particulier, qui est un mouvement qui essaye dans les médias
de se donner une importance qu'il n'a plus sur le plan syndical. Parce qu'il faut savoir qu'à part les services publics, la CGT a une influence de l'ordre de 2 ou 3% sur le monde ouvrier, dont une grande partie d'ailleurs vote pour le Front National, il faut le dire. Oui, mais Marine Le Pen, elle, exige le retrait immédiat du dit article 49.3. Donc vous ne la rejoignez pas dans cette prise de position? Pas du tout. Non, pas du tout. On fait quelquefois au néo-FN le procès d'être étatiste. En l'occurrence, il n'est pas logique avec lui-même, puisque quand il s'agit de défendre l'État, on doit le défendre quels qu'en soient les possesseurs, si j'ose dire. Alors Florian Philippot, toujours concernant le Front National, annonçait hier sur BFM TV que le Front National réunissait déjà quasiment les 500 signatures requises en vue de la présidentielle de 2017. Y croyez-vous? Sur BFM TV, où il est pratiquement un collaborateur quotidien. En effet. Ce qui prouve qu'il y a quand même quelques accointances que je soupçonnais. Mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. Oui, donc il aurait réuni quasiment les 500 signatures. C'est possible. C'est possible? Oui, parce que déjà, tous les élus, n'est-ce pas, départementaux, régionaux, européens et même nationaux, puisque un ou deux. Bon. Oui, je pense que ce n'est pas une très grande difficulté, mais il n'est pas impossible que le président change le mode de scrutin, comme l'avait fait François Mitterrand, et en change les conditions et rendre par exemple plus difficile l'accès à la candidature. Mais ça s'exclura dans l'année. Alors un véhicule de police a été incendié à Paris en marge des manifestations, des nuits debout et compagnie. Les 3 suspects interpellés ont été relâchés, seulement placés sous contrôle judiciaire. C'est énorme, non? Oui, écoutez, ça c'est l'influence, je pense, du syndicat de la magistrature, qui, on le sait, recueille le tiers environ des suffrages des magistrats, et qui est une organisation de gauche, pour ne pas dire d'extrême gauche. C'est celle du mur des cons, vous savez. Oui. Par conséquent, il y a une complicité possible entre certains magistrats, certains juges, et les agitateurs et les casseurs. C'est une des données, d'ailleurs, de la faiblesse de la situation de la France sur le plan institutionnel. Alors, le crapouillot, disparu depuis 20 ans, renaît de ses cendres. Est-ce selon vous une nouvelle réjouissante? Écoutez, tout dépend de qui en tient les leviers. Si le crapouillot est dans l'esprit de Galtier-Boissière, eh bien, son fondateur, peut-être que ce sera très bien. Le crapouillot, vous savez, c'est un mortier, un mortier de tranchée, oui. un petit canon à tir courbe. Espérons que ce tir courbe arrivera à toucher nos adversaires. D'après les informations que j'ai, il semble qu'il soit bien pointé tout de même et qu'on peut avoir quelques espoirs de ce côté-là. Alors le comité Jeanne compte mettre en place des points relais dans chaque département. Selon vous, en combien de temps cela est-il réalisable? Écoutez, le comité Jeanne reçoit des adhésions. Il n'a pas encore monté la structure nationale administrative relativement lourde à créer et à mettre en œuvre, et nous demandons un peu de patience à tous nos amis, mais bien sûr nous souhaitons l'adhésion du maximum de gens pour animer ce courant que nous voulons fédérateur des patriotes et des nationaux pour des batailles futures, et par conséquent nous nous y préparons. Nous demandons à tous à la fois de l'enthousiasme et aussi un peu de patience. Alors j'imagine, Président, que vous n'avez pas eu le temps de lire durant votre périple africain cette semaine. Si. Ah bon? Je me suis efforcé de lire un livre d'une catégorie que j'aime bien, qui sont les thrillers, et j'ai lu un thriller d'un homme politique. Vincent Peillon, un socialiste. Je dois dire que j'ai eu du mal à le finir. Il tourne sur la question éternelle de la lutte entre les anciens du Mossad et les néo-nazis qui occupent des postes importants dans l'administration et l'économie. C'est très long, c'est très très long. Il n'a pas encore trouvé la patte, monsieur Peillon, la patte du romancier noir. J'attendrai le prochain pour en juger définitivement. Mais enfin, si, j'ai lu ça. Et puis, j'ai parcouru un petit peu aussi le pamphlet commandé à Maël de Calan par M. Juppé,
dont on ne doit jamais oublier le rôle catastrophique qu'il a joué dans l'affaire de Libye, n'est-ce pas, ni non plus les condamnations dont il a été honoré, si j'ose dire, par les tribunaux de la République, et qui est un pamphlet contre le Front National, enfin bref, tout ça est une grande banalité. Bien, alors je vous remercie infiniment, cher Président. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.